le principal challenge des grandes organisations, c'est d'arriver à savoir ce qui va générer de la valeur pour construire les bons produits. Et comment on sait ce qui va générer de la valeur? En faisant de la discovery. Et donc c'est comme ça que Product XL va apporter beaucoup de valeur ajoutée aux grands groupes en faisant de la discovery, en inscrivant la discovery dans l'ADN des équipes produits des grands groupes et justement en permettant derrière de construire des produits à plus forte valeur. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, merci d'être là et comme vous le savez, Product Leader Stories, c'est une édition qui permet aux Product Leaders de prendre la parole dans des grandes organisations et aujourd'hui c'est une édition un petit peu spéciale puisque j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir Victor et Benoît qui vont évidemment se présenter en tant qu'invités et Victor et Benoît sont les auteurs d'une nouvelle méthodologie que je vous présente ici qui s'appelle Product XL. Du coup, Victor, Benoît, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de vous et de qui vous êtes? Avec plaisir, hein. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Donc moi, Victor, ça fait quelques années que je fais du produit. J'ai commencé à en faire dans le secteur public, donc voilà, on va dire un cas un peu typique de grande organisation, avec beaucoup de processus, beaucoup d'enjeux politiques qui ne sont pas forcément liés au produit en tant que tel. Et après avoir vu un peu différents grands ministères régaliens et différentes organisations publiques, j'ai un peu bougé, je suis allé chez L'Oréal, donc secteur privé, mais également grande boîte, très intéressante avec des caractéristiques également intéressantes côté produit. Et là, depuis quelques mois, j'ai un peu changé. Je fais plutôt du freelance et donc ça va amener à voir des grands orgas comme le BPI également, puis les startups aussi. C'est intéressant parce qu'en fait, ça permet de voir un petit peu les points communs et puis aussi les différences. Mais d'ailleurs, de manière assez intéressante, il y a pas mal de points communs, mine de rien. Il y en a plus qu'on pourrait croire entre les grands groupes et les startups. Voilà, donc ouais, super sujet. Et donc évidemment, écrire Product Design, c'était une super expérience avec Benoît. Super moment. Je m'appelle Benoît Rosier, donc moi ça fait plus de 10 ans que je fais du product management. J'ai été product manager, product owner, j'ai été product ops, j'ai été coach agile, j'ai été coach produit, donc voilà, j'ai fait pas mal de choses dans l'univers du produit. Et peut-être ma particularité, c'est que j'ai toujours bossé dans des grands groupes. Alors j'ai fait plein de grands groupes différents. J'ai travaillé pour Enedis, j'ai travaillé pour Air Liquide, j'ai travaillé pour Air France. C'est un peu ma particularité, c'est que j'ai toujours travaillé dans des grands groupes, donc voilà, d'où un petit peu le sujet Product XL. Et aujourd'hui, je suis CPO chez Upvisory et donc également cofondateur. Et mon rôle aujourd'hui, c'est toujours faire voilà, de la clientèle. Donc je suis toujours chez les clients et je les accompagne aujourd'hui plutôt sur des thématiques de construction d'organisation produit. Et puis après, à côté de ça, mon boulot, c'est d'accompagner l'ensemble de nos product people à monter en compétences sur la discipline du product management. J'ai aussi un média que j'ai lancé qui s'appelle Ben Product, où je pousse beaucoup de contenu dédié au product management. Et je suis président d'une fondation qui s'appelle la Positive Product Foundation, qui est une fondation dédiée à la construction de produits responsables. Voilà pour ma présentation. Excellent. Et du coup, l'objectif, c'est de parler du coup de Product XL, de ce joli ouvrage. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que c'est pour notre auditoire, Product XL, et pourquoi? Ouais, je vais te laisser la main, Benoît, parce que je Allez. sais que c'est un truc c'est un projet bien personnel aussi. Pourquoi Product XL? Déjà parce que ça fait un certain temps qu'on partage le même constat avec Victor, qui est celui qu'on a du mal à construire des produits qualitatifs, performants dans les grands groupes. En moyenne, on considère qu'on va avoir 2 tiers des fonctionnalités qui sont jamais utilisées par les utilisateurs finaux, sans parler de tous les projets, produits qui sont lancés dans les grands groupes et abandonnés tout simplement au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc on est parti de ce constat d'échec et on s'est posé la question avec Victor, pourquoi finalement en grand groupe on peut avoir plus de difficultés à construire des produits digitaux que dans certaines startups, scale-up, tech. Et donc ce qui est sorti de ce constat, c'est que
finalement, il y a pour nous un manque de discovery au niveau des grands groupes qui fait qu'on a du mal à construire des produits qui vont adresser correctement une problématique utilisateur. Donc ça, c'est vraiment le constat et tout part de là avec Product XL. Et donc l'idée, c'est avec Product XL, comment réinsérer de la discovery qui est mal faite, voire pas faite du tout, dans les grands groupes. Vraiment processiser la discovery et voilà, c'est tout l'enjeu de Product XL. Qu'est-ce que ça apporte peut-être pour vous par rapport à des méthodologies existantes? Voilà, est-ce que vous avez vu des limites aussi du coup à ce qui existe aujourd'hui en termes de notions ou d'état de l'art? Et qu'est-ce que vous avez souhaité apporter en plus Ouais, bien pour sûr. répondre De toute façon, en tant que product people, hein, tous les deux, évidemment, on s'est un peu posé la question de c'est quoi la concurrence, enfin, entre guillemets, hein, du coup. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu y aller, puisque assez naturellement, vu que le product management, c'est quand même une discipline qui émerge dans des boîtes tech, dans des startups, scale-up, puis ensuite des grandes structures comme Google, Microsoft, mais qui à la base ont quand même, enfin, on grossit de, Native, ouais. voilà, en étant tech vraiment native au début. C'est assez naturel déjà qu'il n'y ait pas de méthodologie dédiée pour les grands groupes. Parce que les grands groupes, en fait, en général, bah, ils viennent pas du monde tech, hein. Voilà, donc, euh, tu en as cité beaucoup Benoît, mais voilà, c'est vrai que bon, bah, Decathlon, ils faisaient des produits de sport avant qu'il y ait d'Internet et avant qu'il y ait du digital qui se développe autant. Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est que si on le schématise de manière très très simple, on l'a un peu expliqué dans le livre, en fait, on a des frameworks qui sont très adaptés pour les startups et qui parfois permettent de faire de la discovery. Donc par exemple Focus, enfin Discovery Discipline qui marche bien, qui a fait beaucoup parler de lui récemment et c'est tout à fait mérité. Et on a aussi les frameworks qui vont plutôt être orientés delivery et pas discovery. Donc en fait, si on croise en gros, pour les startups, on a des frameworks qui font l'affaire. Pour la delivery dans les grands groupes, on a des frameworks qui font l'affaire, mais on n'a pas grand-chose pour la discovery. Bon, pour ce qui est delivery, en fait, Scrum, on est on aime beaucoup Scrum. En fait, on pense que ça reste encore assez indépassable. Et donc ça marche bien pour faire de la delivery dans les grands groupes. Mais quand on a envie de passer un niveau un peu supérieur en termes de produits, en fait, on n'est pas forcément guidé sur ces actions de discovery, parce qu'il y a, voilà, il y a un peu ce trou-là, ce trou dans la raquette. Et on sait que la discovery, c'est quand même une activité qui requiert un niveau de maturité un peu plus élevé que la delivery. En fait, la delivery, ça peut être, enfin, voilà, on applique Scrum qui est très prescriptif. La discovery, c'est par définition quelque chose d'un peu plus, un peu moins cadré. On va se poser des questions sur des problèmes. Est-ce qu'on a bien compris le problème? Et puis, est-ce qu'on arrive à développer les bonnes solutions? Donc, en fait, voilà, on a besoin un petit peu d'être guidé dans cet univers un peu difficile. Et donc, voilà, on s'est dit, ça vaut le coup, en fait, de faire un truc dédié pour aider les grands groupes à s'améliorer sur ces activités de discovery. Et du coup, votre avis sur la capacité à appliquer Product XL demain dans une grande organisation, peut-être par rapport au niveau de maturité actuel, comment vous jaugez ça? Je pense qu'en gros, il faut faire attention au niveau de maturité, en effet, c'est-à-dire que si on a du mal à mettre en place de l'agile, déjà de la délivrer des sprints Scrum par exemple, c'est peut-être bien de commencer par là avant d'aller un peu plus, progresser un peu plus sur des sujets produits. Mais moi, le constat que je fais sur aujourd'hui les grands groupes avec lesquels je discute et que j'observe, c'est que la plupart commencent à maîtriser le Scrum, l'agile, Ouais. le delivery, euh, voire même des sujets DevOps. Mais parce qu'en fait, historiquement, ces sujets, ils ont 20 ans à peu près. Le manifeste agile, c'est dans les années 2000. Donc en fait, l'agile est plutôt bien intégré, pas forcément parfaitement fait. Euh, et donc en fait, j'ai l'impression que c'est aussi le bon moment pour les grands groupes pour aller investir un peu plus sur ces sujets de produits. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit hein, qu'aujourd'hui, on va dire la récession un peu côté tech a fait que les scale-up, les startups ont beaucoup moins embauché de product people. Et par contre, les grands groupes, eux, beaucoup plus ont commencé à investir sur des rôles de product manager déjà. Puis ensuite, des rôles de head of product, product ops, CPO. En tout cas, ça se développe beaucoup là-dessus. Et donc, on voit cet engouement et c'est très bien. C'est aussi pour ça qu'en fait, on se dit que le timing est bon pour faire ça. Selon vous, quelles sont les complexités à appliquer du mode produit justement dans une grande organisation voilà, quels sont, Victor t'expliqué en intro, peut-être les points communs avec des startups Ouais, scale-up tout à et fait. les grosses différences Oui, aussi oui, qui peuvent exister. tout à fait. Bah, le truc, hein, je pense, qui est même un peu qui est lié à la définition d'un grand groupe. En fait, bon, alors, on a plein de, un peu, se pose plein de questions comment on le définit, mais en général, comme un grand groupe, c'est une entreprise qui a plus de 50 ans, souvent, qui vend des produits physiques, ou, enfin, ou du service, mais en tout cas, qui ne vend pas un produit digital, qui fait pas, voilà, qui fait pas du e-commerce, qui ne vend pas du logiciel, qui ne fait pas du SaaS. Leader sur son marché historique, Voilà, vraiment par exemple, développeur. puis souvent, voilà, non, mais si on prend une définition un peu INSEE, on va dire, c'est voilà, plus de 2000 personnes, Ouais, exactement, ouais. voilà, un certain nombre de millions de chiffres d'affaires. Et donc, c'est une entreprise qui fonctionne, qui
qui a réussi à trouver son marché, son business model, mais sans un monde digital. Donc en fait, le produit, a priori, on n'a pas forcément besoin. Enfin, faire des bons produits digitaux, on n'a pas forcément besoin. Euh, En tout cas, c'est ce qu'elle peut se dire de prime abord. Donc il y a ce truc un petit peu dans l'ADN, en fait. Bah, on avait une organisation qui fonctionne avec des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir, et qui préexiste au digital. Donc en fait, le digital vient par-dessus et ça vient complexifier tout ça. Donc ça, c'est un peu l'élément de définition, mais qui est un truc de contexte important quand même, Bien sûr. qui est un truc important à avoir en tête. Euh, Ensuite, moi, je pense que un point vraiment clé, qui est vraiment une grosse différence, c'est que, en fait, comme du coup, ces entreprises, elles marchent sans digital, en fait, on n'a pas ce côté des startups où on n'a pas beaucoup d'argent, on doit être frugal, et quand on développe une fonctionnalité, on a vraiment besoin que l'argent investi soit rentable à la fin, soit rentabilisé. Or, dans un groupe, c'est un peu différent. Bah, déjà parce que on va développer des fonctionnalités, on va développer des produits qui ne vont pas forcément être directement pour les consommateurs, customer facing. Donc, quand on va faire des applications pour les employés, en fait, le ROI est plus difficile à matérialiser, à Bien calculer. sûr. Et même si on fait du customer facing, même si on essaie de faire des applications pour les clients finaux, qu'on va rentabiliser, monétiser comme ça, en fait, on sait que de toute manière, c'est pas ce qui va nous faire mourir si jamais ça marche pas. Et donc, il n'y a pas ce besoin de se dire ce que je fais apporte de la valeur à l'utilisateur et cet utilisateur, ce client va être prêt à payer pour. On n'a pas ça, alors que justement, une startup, encore une fois, une startup, elle n'a pas des réserves de cash infinies. Et si elle lance quelque chose qui ne marche pas, elle meurt potentiellement. Donc ça c'est une grosse différence et du coup, ça va infuser un peu partout les complexités qu'on va avoir pour mettre en place la discovery. Si on accompagne ces grands groupes à construire des produits digitaux qui vont être performants, bah, en fait, tout de suite, on va avoir un impact sur Bien sûr, des millions de personnes. c'est un effet saut d'accélération, soit d'éviter des perturbations, ce qu'on a appelé à une époque la disruption, etc. Bah ouais, ouais, pour reprendre moi certains exemples de mes clients, chez Air Liquide, quand je bossais avec eux, je travaillais sur une application mobile pour des patients atteints d'apnée du sommeil. Bon, bah ça représente 2 millions de personnes en France. Donc en fait, si on arrive à construire des beaux produits tech pour ces patients, bah, on a un impact de fou rapidement. Imaginons que je sois responsable, directeur digital, si je suis peut-être une entreprise peut-être un peu moins mature. Imaginons, comme tu le disais, on a commencé à mettre en place des CPO dans des grandes organisations. Je veux faire un step-up à grande échelle sur le mode produit. Quels sont les défis et challenges selon vous que je vais rencontrer et en quoi peut-être Product XL justement pourrait m'aider à déployer une approche produit qui a du sens dans les équipes. Bon, effectivement, il y a plein de challenges hein, pour pour une grande organisation. On a déjà listé quand même pas mal. Donc, si on reprend un petit peu, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, bon, je pense qu'il s'est passé pas mal de belles choses hein, ces dernières années. Donc déjà, l'arrivée de la digitalisation dans les années 2000, hein, ça a été les premières applications mobiles, les premiers e-commerce, D'innovation, les ouais. premiers réseaux sociaux. Et donc ça a été quand même une innovation incroyable. Ouais. Donc on s'est mis à construire des produits digitaux et on a vu que ça apportait de la valeur. Ensuite, dans les années 2010, là, on a commencé à parler d'agilité. Parce qu'effectivement, le manifeste agile est arrivé quelques années au préalable. Et donc, on s'est dit, OK, il y a peut-être d'autres façons de développer des produits. Et donc, il y a beaucoup de boîtes qui ont effectué une transformation agile. Et je pense qu'aujourd'hui, une majorité de grands groupes l'ont effectué. Et donc, ça permet de construire plus efficacement des produits digitaux. Et effectivement, aujourd'hui, dans les années 2020, bon, bah là, on est en train de se poser la question, ok, c'est cool, j'ai mes équipes de dev qui sont efficaces, qui charbonnent, qui construisent des produits. Par contre, quand je lance le produit, ça fait un flop. Ah bah ouais, parce qu'en fait, ça correspond pas du tout aux besoins utilisateurs. Et donc, c'est ça, en fait, la grosse révolution qui est en train de se passer, qui est la révolution produit, c'est de se dire, bon, bah, je vais être un peu plus outcome focus que output focus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je priorise le pilotage des équipes par le résultat, donc l'outcome, plus que par la fonctionnalité qui est construite output comme on faisait historiquement. Parce qu'on est en train de sortir un petit peu de euh, ce prisme de se dire quand je construis une nouvelle fonctionnalité, ça va créer de la valeur. Ce qui est pas du tout le cas. Parfois, on peut détruire de la valeur en créant des nouvelles fonctionnalités parce qu'on va complexifier en fait l'expérience utilisateur. Et donc en fait, je pense qu'on en est là. Pour moi, c'est le principal challenge des grandes organisations, c'est d'arriver à savoir ce qui va générer de la valeur pour construire les bons produits. Et comment on sait ce qui va générer de la valeur? Bah, en faisant de la discovery. Et donc c'est comme ça que Product XL va apporter beaucoup de valeur ajoutée aux grands groupes en faisant de la discovery, en inscrivant la discovery dans l'ADN des équipes produits des grands groupes et justement en permettant derrière de construire des produits à plus forte valeur. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler, nous donner un exemple d'une bonne pratique que vous avez imaginée dans Product XL, j'imagine qui vient de votre expérience terrain ou d'idées que vous avez conçues. Je pense une des caractéristiques un peu remarquables, enfin un peu particulière, très spécifique du produit XL, c'est le fait qu'on ait mis
pour piloter une équipe produit, 2 product managers. En fait, avec l'un qui va bosser sur la partie discovery, l'autre sur la partie delivery pendant 3 semaines, et puis ensuite, pendant une semaine, ils mettent en commun, et on repart ensuite en alternant. Et ça, je pense que c'est important. En fait, pourquoi on a pensé à ça? Pour 2 raisons. Je pense que la première, c'est que, en fait, on voit que empiriquement, lorsqu'on sanctuarise pas de temps dédié à la discovery, les organisations ont tendance à la skipper, ont tendance à la réduire, et parce qu'en fait, c'est toujours très tentant de passer du temps sur la delivery, sur la résolution de bugs. Et donc, on s'est dit qu'il fallait en fait à la fois sanctuariser le temps et sanctuariser le fait qu'on a quelqu'un qui allait bosser pendant ce temps sur le sujet de discovery. Donc c'est une manière pour nous de réussir à améliorer ces aspects-là. Et l'autre raison aussi, c'est que en fait, ce qu'on voit pas mal en grand groupe, hein, moi j'ai beaucoup vu en fait, de problématiques autour de qui est product manager, qui a ce rôle-là. Et en fait, il y a toujours des discussions de est-ce qu'il doit être niveau métier, est-ce qu'il doit être niveau DSI, est-ce que ça peut être un prestat ou pas. Et donc en fait, le fait d'avoir 2 rôles tournants comme ça, 2 personnes tournantes, en fait, permet un peu de répondre à ces questions-là. C'est-à-dire qu'en fait, bah, on peut avoir un PM qui soit côté métier, un PM côté DSI plutôt, et de toute façon, ils vont tourner l'un sur les rôles, l'un sur les rôles de l'autre, ce qui va permettre à chacun de monter en compétence. Mais du coup, ça permet aussi d'éviter ces petites querelles un peu politiques d'ego, mais qui sont importantes en fait au début, quoi, de la point de vue du changement, où voilà, moi, j'ai pas envie d'être un autre rôle, j'ai envie d'être product manager, parce que c'est un peu le rôle sympa, un peu à la mode. Donc je pense que ça, c'est une belle spécificité de Product XL, ce double rôle de PM. Qui par ailleurs hein, correspond assez bien à la réalité du rôle de PM qui prend beaucoup de temps en fait, où c'est compliqué de tout faire. Et donc ça, on pense que c'est spécialement adapté pour un grand groupe. Ouais, moi je suis assez en lien avec ce que tu dis, Victor. Je pense que c'est un des éléments clés de Product XL et peut-être tu demandais des anecdotes, Martin. Alors moi je peux t'en citer une. Euh, on m'avait appelé pour faire du coaching produit pour une équipe qui bossait dans le domaine du B2B. Donc c'était un produit globalement data qui fournissait tout un ensemble de data via API. Bon, j'arrive, j'échange un peu avec le product manager, donc super équipe, hein, bien staffé. On avait une dizaine de personnes, product manager, des devs, des data analysts, un product designer, enfin bon, voilà, l'équipe un peu costaude quoi. J'échange avec le product manager qui est voilà, très fier du produit. Il me dit, bon, voilà, ça fait 2 ans qu'on bosse sur le produit. Lui, il était top, code des startups, enfin voilà, très sympa. Là, je vois qu'il commence à me montrer le produit dans l'univers de pré-prod. Et je lui dis, mais écoute, il n'est pas en prod le produit. Et il me dit, ah non, mais tu sais, voilà, on attend d'avoir vraiment le produit parfait. Il y a ça qui va pas. La mise en prod, elle est prévue pour dans 6 mois. Donc voilà, globalement, ça faisait 2 ans qu'il y avait une équipe surstaffée qui travaillait sur un produit sans un seul utilisateur. Quand on sait que le coût moyen d'une équipe produit annuelle, c'est 1 million d'euros, c'est voilà, un gros investissement et une grosse prise de risque. Et bien évidemment, quand on a lancé le produit en prod, bah, finalement, il y a une majeure partie des choses qui n'allaient pas, notamment sur la façon de fournir les données via API, ça qu'on n'est pas à plein de produits, et donc on a dû revoir plein de trucs. Donc cette anecdote, je pense qu'elle illustre bien ce truc qui est très important dans Product XL, comme disait Victor, le fait d'avoir justement ces 2 sprints en parallèle, un sprint de delivery et un sprint de discovery. Parce que dans ce cas-là, si on avait eu effectivement un product manager qui s'occupait à plein temps de la discovery, bah, jamais on aurait fait ces erreurs-là, on aurait fait beaucoup plus de discovery, beaucoup plus d'expérimentation et on n'aurait pas voilà, fait un full focus sur le delivery. Donc moi je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est un des éléments fondamentaux de Product XL et un des éléments fondamentaux pour devenir meilleur sur du produit quand on est un grand groupe. Qu'est-ce qui est de l'ordre du must-have? Qu'est-ce qui est de l'ordre peut-être du nice-to-have? Est-ce qu'il y a des sujets où peut-être des praticiens peuvent venir chercher les bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des éléments où c'est un impondérable selon vous et ça ne peut pas fonctionner sans ça? Ouais, bah écoute, nous, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est de devenir un peu des sortes d'ayatollahs du Product XL. C'est-à-dire que Product XL, c'est pas l'objectif pour un grand groupe, c'est un moyen de faire du produit. Et donc, pour être bon sur du produit, il y a plein de chemins possibles. Product XL en est un, on est convaincu, mais il y a plein d'autres chemins possibles. Ça, c'est important. Ça veut dire que nous, on considère Product XL plus comme un plan d'entraînement. Donc, c'est comme si demain, Martin, Plan tu de vas coaching. voilà, faire un marathon, tu as envie de courir un marathon, bon bah tu vas pas être en capacité de courir un marathon en moins de 3 heures demain. Tu as besoin d'un plan d'entraînement qui va dire bah écoute,
cours à minima, je sais pas, 40 km par semaine, fais attention à ton alimentation, etc., etc., etc. Mais il y a plein d'autres choses que tu vas faire et plein de trucs du plan d'entraînement que tu vas pas faire. Et ça, c'est important parce que tu es Martin et tu es différent de Victor, tu es différent de Benoît. Et donc ça, c'est un peu la philosophie de Product XL, c'est dire, voilà, on vous met à disposition un plan d'entraînement, il y a des trucs qui sont cool pour vous, il y a des trucs qui sont peut-être pas intéressants pour vous, bah, choisissez ce qui a de la valeur. Rentrez dans une optique de test and learn, mais dans tous les cas, nous, ce qu'on veut pas, c'est de dire, il y a Product XL, il faut appliquer Product XL tel quel. Ça, c'est sûr que c'est complètement débile parce que les grands groupes sont tous différents, chaque entreprise a une culture différente, chaque équipe produit est différente, donc il faut de l'adaptation et du test and learn. Typiquement sur les cérémonies, les réunions qu'on a prévues, qu'on a intégrées dans le framework, en fait, on s'est posé beaucoup de questions, on a mis du temps à aboutir à celles qu'on a décrites dedans. Et je pense que c'est très bien aussi de faire un peu son marché, se dire qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi. Peut-être au début appliquer parce que c'est plus simple en appliquant en suivant ce qu'on a dit, mais ensuite peut-être adapter derrière, c'est une très bonne chose aussi. Je pense que c'est important. Le truc, à mon avis, quand même, pour être, enfin, il y a quand même des mini prérequis. Je pense un prérequis important, c'est quand même d'avoir envie de faire de la discovery dans un grand groupe et d'avoir un niveau de sponsorship suffisant. C'est-à-dire avoir quelqu'un d'assez haut niveau qui a un peu dit, voilà, moi, on a envie d'y aller et on va utiliser Product pour faire ça. Il faut un petit peu pour pas que ça soit derrière déceptif pour les équipes et qu'en fait, si jamais ça fonctionne pas aussi bien que prévu, on en soit revenu à jeter le bébé avec l'eau du bain. J'aime bien le coup de la méthode du camp, c'est efficace, mais peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas adapté et à réuser. Excellent. Peut-être sur un autre volet, et t'en parlais un petit peu, Victor, peut-être sur une difficulté à justement imaginer les bonnes cérémonies, etc. Dans votre processus créatif, rédactionnel, est-ce que vous avez de la complexité, de la facilité à mettre sur papier peut-être des réflexions, une vision que vous avez eue? Voilà, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est fait en fait la rédaction. Est-ce qu'il y a eu des débats entre vous? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous étiez en processus créatif hyper poussé, des moments où ça a été extrêmement dur? Ouais, bah, je vais peut-être te raconter un peu comment est arrivée cette idée de Product XL. Alors moi, ça fait longtemps que je me dis, il y a beaucoup de choses à optimiser, tu vois, dans la construction d'organisation produit, parce que c'est mon métier, je fais ça quand je fais du coaching, et ça remonte à 2018. Moi, j'ai travaillé pour un client sur une grosse transfo safe, qui était complètement what the fuck, quoi. C'est-à-dire, c'était n'importe quoi, plus personne ne comprenait rien à l'organisation. Il y a des comptables qu'on a appelés product owner. Enfin, vraiment, c'était un délire complet. Et je me suis dit, juste là, sur les grands groupes, l'orga, il faut revoir les choses, notamment d'un point de vue discovery. Et donc, bon, moi, j'ai continué à faire du coaching sur pas mal d'orgas différentes, sans jamais complètement, finalement, un peu craquer le truc, selon moi, pour me dire comment on arrive à mettre la discovery au centre d'une organisation. Euh, Jusqu'à un moment où je prenais le train, parce que Advisory, on a des bureaux à Bruxelles, à Lille, à Paris, et moi j'habite à Lille, donc je fais la navette un peu tout le temps. Et bref, c'était un train, je raconte un peu ma vie, mais Bruxelles-Lille, donc en fait c'est des trains qui sont des TGV qui sont très courts, ça dure 35 minutes. Donc c'est court, 35 minutes, on n'a pas le temps de sortir son ordinateur, revoir ses mails, etc. Et donc ce que je faisais souvent, c'est que je sortais quelques feuilles de papier et je réfléchissais à des concepts produits. Et c'est là où je me suis dit, en fait il y a un truc qui serait trop cool, c'est une équipe produit à deux product managers avec le concept de split and switch, qui est un des concepts clés de Product XL. Et donc le soir, j'en parle à ma femme en me disant ça c'est une idée incroyable, etc. Bon, bien évidemment, elle comprend pas beaucoup de choses parce qu'elle bosse pas du tout dans le domaine du produit et de la tech. Et donc c'est là où je me suis dit bon bah il faut peut-être que je trouve quelqu'un avec qui échanger sur cette idée, parce que c'était une toute petite idée, hein. Après Product XL, il y a plein d'autres choses et plein d'autres idées. Et je voulais pas que ça soit quelqu'un d'advisory parce que vu que je suis fondateur de la boîte, CPO, bon, je pense que ça peut être compliqué de collaborer avec des personnes parce que peut-être compliqué de me donner les bons feedbacks. Bon, bref, et je voulais vraiment bosser avec quelqu'un d'extérieur à Hub. Et Victor, ça fait déjà un certain temps qu'on se connaît. Moi, j'adore tout le boulot de Victor et je trouve que la grande force de Victor, c'est d'arriver à être très pédagogue dans sa façon de communiquer sur des pratiques, des process produits. Et donc, en fait, ouais, je me suis dit, allez, maintenant, je veux sérieusement bosser sur ce truc-là. Et la première personne qui m'est venue en tête, c'est Victor. Et donc, après, on a collaboré sur l'écriture du bouquin. Et en vrai, ça a été assez fluide. Je sais pas si tu peux peut-être parler de cette partie-là. Ouais, honnêtement, enfin, je pense qu'on a dû mettre 3 mois, 3-4 mois max, donc c'était assez rapide au final. Je pense, et du coup, en fait, on était assez complémentaires. On a réussi très très bien, je trouve, à, enfin, c'est allé assez vite, hein, de manière très très fluide.
Je pense qu'il y a un point, par contre, on a eu quelques points de divergence, et il y a un point de divergence notamment, donc je me rappelle, moi, c'était sur le fond, vraiment, c'était sur, en fait, en fait, le split entre Discovery et Delivery, notamment sur le backlog. En gros, moi, j'aime pas trop me dire, quoi. Donc on a un backlog de Discovery, un backlog de Delivery, on a Product XL, et c'est vrai qu'en fait, pour moi, au début, je me disais, en fait, il faut un seul backlog. Le backlog, c'est un peu les idées que j'ai qui vont ensuite devenir des fonctionnalités, et puis en fait, tout le travail produit, ça vise à dérisquer le plus possible ces idées pour que le jour elles arrivent en prod, en fait, ça marche bien. Et donc, en fait, on a eu ce débat où moi je disais, en fait, est-ce qu'il faudrait mieux pas avoir juste un seul backlog? Et en fait, on met une sorte de ligne de flottaison, et puis donc au-dessus de la ligne, c'est la discovery, et donc c'est l'équipe une discovery qui le prend en charge, et en dessous, c'est la delivery. On a vu un peu ce débat-là, et en fait, on s'est un peu dit, parce que moi en creux, je me dis, en fait, ouais, même en cible, il faudrait pas splitter discovery et delivery, il faudrait juste que ça soit naturel, on sache en fonction de la criticité choisir. Et donc, on a eu ce débat-là, et en fait, là où Benoît m'a convaincu, c'est qu'il m'a dit oui, effectivement, dans un monde parfait, en fait, on ne split pas. Donc on a un seul backlog et puis en fait on sépare les deux mais assez naturellement. Mais il y a un suivi de conduite du changement qui fait qu'on ne peut pas tout de suite. En fait, il faut forcer un petit peu la chose, il faut forcer la discovery. Là aujourd'hui, en fait, si on essaie d'équilibrer les choses naturellement, ça ne marche pas. Parce que la delivery prend le pas sur la discovery. Donc en fait, il faut un peu sanctuariser ça. Et je trouve que c'est un bon argument et c'est pour ça que du coup on a ce truc des deux backlogs séparés. Et puis c'est des deux étapes un peu séparées. Et donc ouais, c'est bien, je trouve que c'est important en fait, hein. Le truc c'est de se dire quand j'écris un livre en fait il faut pas écrire pour se faire plaisir et pour avancer, enfin faire des tas de l'art ou des choses comme ça. En fait il faut le faire aussi parce qu'à la fin ça doit être lu par des gens qui vont l'appliquer. Et donc il faut se mettre au niveau, mais je le dis pas du tout de manière condescendante, hein, il faut se dire bah voilà, soyons réalistes, il faut que ça soit Avec les contraintes de tout un chacun. Exactement. Le travail d'écriture a été assez facile puisqu'on réfléchit de la même façon et à tel point qu'on ne s'est pas synchronisé ce matin, mais on s'est habillé quasi pareil pour ce Product Leader Stories. Donc tu vois à quel point on est connecté avec Victor. Peut-être une question sur justement, et là tu évoquais peut-être un état de l'art. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles versions de Product XL? Est-ce que Product XL, il y a une suite? Voilà, est-ce que c'est le début de quelque chose ou est-ce que voilà, c'est scellé et c'est un mode applicatif? Comment vous voyez les choses justement là-dessus? Est-ce qu'il va y avoir l'itératif peut-être? Ouais, bah, ce qui est sûr, c'est que donc là, c'est une première brique qu'on construit. Et après, nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est construire une petite communauté autour de Product XL pour itérer sur le cadre. Parce que voilà, après, il faut être humble aussi. Il y a plein de choses, je pense, qu'on peut améliorer dans le cadre actuel, dans le framework actuel, notamment en le testant dans plein de contextes différents. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, la deuxième étape, c'est Product XL, entre guillemets, at scale, dans le sens où là, en fait, on a fait le choix avec Victor d'uniquement parler du fonctionnement d'une équipe produit. Parce que l'équipe produit, c'est la première maille de fonctionnement d'une organisation produit. Une organisation produit, c'est plein d'équipes produits qui fonctionnent ensemble. Si on ne sait pas bien faire fonctionner une équipe produit, l'organisation produit, elle ne fonctionne pas. Donc on s'est dit, on se concentre là-dessus, mais la deuxième étape, ça serait effectivement de plus réfléchir au fonctionnement à scale. Donc globalement, comment les équipes produits fonctionnent entre elles, interagissent entre elles. Et donc là, il y a plein de sujets qu'on ne traite pas dans ce premier volume, de discovery à l'échelle, de roadmapping à l'échelle, de projets cross-produits, de gestion budgétaire. Enfin, là, il y a plein de trucs qu'il faudrait. Peut-être politique, stakeholder, Ouais, dépendance. connaissance Voilà, métier. qu'on tacle pas ici et qu'on aimerait tacler si Product XL voilà, apporte de la valeur ajoutée, parce que c'est l'objectif principal, dans un deuxième temps. De là, est-ce que vous avez une vision, puisque vous êtes encore praticien et intervenez, quelles sont les tendances peut-être du product management, si on s'écarte un petit peu de Product XL aussi, dans les grandes organisations justement, et qui viendraient peut-être alimenter de nouveaux travaux? Je pense qu'il faut évidemment parler un peu du marronnier qui est l'IA aujourd'hui, donc qui est un truc qui a beaucoup fait parler de lui, et notamment dans les grands groupes. Moi, j'étais assez surpris à l'époque chez L'Oréal, parce que quand du coup ChatGPT est un peu, arrive dans le grand public, c'est-à-dire en novembre 2022, en fait, très très vite, il y a beaucoup de, de hauts directeurs, mais qui n'étaient pas du tout côté DSI, côté digital, qui vraiment avaient un fort intérêt pour ça, quoi, ce qui est quand même assez rare, hein. Donc l'IA, je pense qu'aujourd'hui, on en revient un petit peu, à mon avis. Je pense quand même que ça a été extrêmement positif pour pousser justement ces approches digitales au sens large et donc produits également. Je pense que du coup là pour moi le grand enjeu il est vraiment dans le lien, enfin j'en vois deux, donc il y a un lien vraiment déjà avec le business, donc ce qu'on appelle les acteurs métiers. Ça c'est le truc moi sur lequel on était chez L'Oréal, c'est-à-dire que en fait la DSI et on va dire les équipes produits en gros arrivaient à peu près bien à interagir, il y avait des difficultés mais ça marche à peu près. L'enjeu ensuite c'est d'intégrer les équipes business.
voilà, le marketing et puis juste les gens métiers qui ont l'expertise. Ça, c'est un des enjeux. Je pense que Product Excel y répond parce qu'en fait, je pense un des rôles naturels, enfin un des PM, un des deux PM, ce rôle doit naturellement revenir à quelqu'un côté métier. Enfin, en tout cas, c'est une destination naturelle. Mais voilà, ça c'est un enjeu à vraiment réussir. Et je pense que c'est là qu'on réussira à rentrer sur les discussions de comment on apporte de la valeur et comment le business justement grandit grâce au digital. Et je pense quand même, bon, j'ai un peu mis de côté, mais c'est vrai que ce côté DSI, enfin, il y a quand même aujourd'hui encore dans les grands groupes un sujet de... Ouais, en fait on a le digital qui historiquement Côté récupère le métier, e-commerce, le web, le marketing digital et des choses comme ça. Et la DSI qui en fait, bon, en gros, donne les ordis, fait les mises à jour Windows, voilà, gère les tickets, enfin change les mots de passe. Bon, gère qui est- l'architecture. c'est architecture ici, etc. Enfin, mais donc qui est souvent bon, un DSI qui est souvent un petit peu dévalorisé, pas forcément hyper, en tout cas pas forcément hyper valorisé. Mais je pense qu'il y a ce sujet quand même effectivement. Enfin, je pense que le produit a vocation à réussir à faire rejoindre ces deux mondes-là, donc le monde de la DSI et le monde du digital. C'est une transformation qui est en cours, je trouve, dans les grands groupes et c'est très bien qu'on peut faire ça. Pour donner mon avis, moi je vois trois sujets principaux. Bon, le premier sujet, c'est bien évidemment celui de la transfo produit, qui est un gros sujet pour l'ensemble des grands groupes. Donc, comment on fait de la discovery, donc c'est le sujet de Product XL, comment on met en place des OKR, enfin voilà, tout ça, c'est des trucs ultra importants. L'approche héroïste du produit. Ouais, parce qu'on est encore assez loin dans beaucoup de grands groupes. Deuxième sujet pour moi, c'est celui de la responsabilité. Comment on crée des produits plus responsables. On ne s'est pas trop posé la Tous les question. limites de l'IA dont parlait Victor, qui Ouais, est ouais. très consumériste. Exactement. Je pense qu'on ne s'est pas trop posé la question ces dernières années. On était plus focus sur essayer de construire les bons produits sans se dire, allez, comment je gère l'accessibilité, est-ce que j'essaie d'avancer sur l'éco-conception, est-ce que j'ai pas pris des raccourcis qui sont limites d'un point de vue éthique. Et je pense qu'on voit que là, il y a certaines boîtes qui sont un peu rattrapées par la patrouille, notamment d'un point de vue législation publique. Ouais, L'État est en train de serrer la vis, notamment au niveau de l'Union européenne. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont bouger là-dessus, il va y avoir plus de contraintes, et donc ça va être un fort enjeu pour moi dans les prochaines années, c'est quelque chose de positif. Et puis après, bien évidemment, l'IA qui bouleverse quand même pas mal de choses. Comme le disait Victor, je pense que c'est quand même une tendance importante des prochaines années. Si demain je suis product manager dans une organisation, et ça vous l'avez été aussi, comment je progresse votre retour d'expérience un petit peu là-dessus, peut-être à titre individuel, et la question après que j'ai envie de vous poser, c'est la question un peu plus chère, c'est après en tant que collectif, en tant qu'organisation, si je suis manager, lead PM, CPO, comment je fais progresser mon collectif? Est-ce que vous avez des idées, une vision là-dessus? Moi, ce que j'ai toujours beaucoup aimé depuis que je suis du produit, mais en fait, je le faisais aussi beaucoup avant dans d'autres disciplines, c'est en fait essayer de mixer un petit peu, mélanger un peu la théorie et la pratique. En fait, en se disant que peut-être avoir 10-20% de théorie où on va justement essayer de réfléchir aux enjeux théoriques, aller lire des livres un peu compliqués sur le sujet, et ensuite mettre en pratique 80% du temps. C'est un équilibre qui est très positif, qui permet en fait de très vite appliquer la théorie voilà, en pratique. Et je trouve que ça permet de progresser très très vite. Donc moi, c'est le conseil que je donnerais en fait sur du product management. Il y a énormément de littérature, c'est très fourni. Et une fois qu'on a fait un peu le tour, il y a plein d'autres disciplines un peu connexes qu'on peut aller voir. Donc, je sais pas, l'UX, typiquement, tout ce qui est UX design. On peut aller voir tout ce qui est côté web, architecture. On peut aller voir tout ce qui est côté plutôt business, marketing, growth. Donc, une fois qu'on a un peu fait le tour du product management, on peut aller un peu chercher tout ça. Donc, moi, je conseillerais d'essayer de maintenir une pratique de lire des livres un peu théoriques régulièrement. Alors, si on n'aime pas trop lire, des podcasts comme celui-ci ou des vidéos ou des choses comme ça, quoi. Mais essayer de maintenir un petit peu cet éveil, cette curiosité intellectuelle. Moi, c'est ce qui a toujours très beaucoup marché pour moi. Et en revanche, il faut essayer de pratiquer aussi au maximum parce que c'est quand même là-dedans qu'on forge les convictions, qu'on forge les fortes convictions qu'on a. Au niveau collectif, moi, ce qui a très bien fonctionné à mon époque quand j'étais chez L'Oréal, je pense, c'est d'avoir des sortes de communautés, un peu des communautés de pratique, où en fait, on essaie de faire se rencontrer des gens qui sont intéressés par un sujet et un peu d'alterner à la fois des sessions plutôt retour d'expérience sur ce qu'on fait aujourd'hui dans l'organisation de manière très bienveillante pour chacun progresser, des retours un peu théoriques aussi qui sont intéressants, et puis par ailleurs, faire venir des gens de l'extérieur. Et je pense que ça aussi, cette exposition à l'extérieur, elle est toujours bénéfique, parce que les grands groupes ont toujours des codes différents, des cultures différentes, et donc c'est toujours hyper instructif de voir comment les choses se font à côté. Moi, je suis assez en lien avec ce que tu dis, Victor. Pour progresser en tant que product manager, moi, j'ai ce que j'appelle la règle des 3 T. Il y a 3 choses qui sont importantes et qui sont aujourd'hui mal faites par la majorité des product managers. Le premier élément, c'est le terrain. Le terrain, en fait, je pense qu'il faut essayer de se dire, chaque semaine, je bloque 1 heure, 2 heures pour
faire des interviews utilisateurs, pour faire du shadowing, pour voilà, être sur le terrain et voir quels sont les besoins de mes utilisateurs. Et ça, aujourd'hui, il y a peu de product managers qui le font et c'est pas en ayant le nez dans le backlog ou en étant avec euh, telle partie prenante que effectivement on va apprendre des choses. Ensuite, il y a effectivement le T de théorie. Ça, je pense que c'est important parce que la discipline du product management, c'est une discipline qui est complexe, qui évolue tout le temps. Et donc, si on ne prend pas le temps pour se former, apprendre des nouveaux concepts méthodologiques, mettre les mains dans des nouveaux outils, enfin, tout change tout le temps entre le moment où on a créé la boîte en 2016 et aujourd'hui. La discipline est complètement différente. Donc, un product manager de 2016 qui n'aurait pas pris ce temps-là, en vrai, il serait entre guillemets obsolète, quoi. Et puis après, le troisième T, c'est celui juste de temps, où en fait, il faut se bloquer du temps aussi, juste pour réfléchir. Et je trouve qu'aujourd'hui, Challenger ce qu'on fait. voilà, on est toujours la tête dans ses mails, dans les réunions, et en fait, juste se dire, bah, je prends 2 heures où j'ouvre les chakras, je réfléchis à plein de trucs, juste je réfléchis. Bah, c'est quelque chose qu'on fait plus trop aujourd'hui, et c'est ce qui manque, je pense, à beaucoup de product managers, juste se bloquer du temps pour réfléchir, innover, enfin voilà, avoir des idées, quoi. Au-delà de la sphère professionnelle, est-ce que en perso, vous avez aussi, vous, votre discipline ou un élément qui vous aide à progresser, à être meilleur et qui pourrait inspirer, intriguer notre auditoire? Bah après, moi, c'est un truc assez connu, assez classique. Moi, je fais beaucoup de sport, en fait, et le sport, ça m'aide beaucoup à. Bon, après, c'est très classique, c'est très lieu commun, mais c'est vrai que, en fait, ça me permet beaucoup comme de couper un petit peu les journées, penser à autre chose. Et puis, le sport, c'est un état un peu méditatif, en fait, où, en gros, les problèmes disparaissent parce qu'en fait, on les digère un petit peu. Et ça permet également d'écouter des podcasts, des contenus, hein. Alors, moi, je vous conseillerais plutôt de prendre des contenus un peu différents du produit, mais moi, on peut le faire également. Effectivement, c'est arriver à se trouver un petit temps pour soi, pour voilà, réfléchir à plein de choses. Alors moi, je sais que mon temps pour moi, où j'ai les meilleures idées, alors c'est pas du tout écolo, mais c'est sous la douche. Parce que j'ai tendance à prendre des douches un peu longues, mais toutes mes meilleures idées, je les ai après avoir pris une douche bien chaude et un peu trop longue. Mais voilà, mais c'est important d'avoir un petit peu Pas ces... évident pour les noter après. Ah ouais, non, ouais, du coup, il y a des charges qui sont très élevées. Mais ouais, ouais, c'est ça, se trouver un petit peu ce temps pour soi et déconnecter, je pense, complètement. C'est des temps qui sont vachement intéressants. Je sais qu'il y a des gens sur les journées de boulot, ils partent marcher 30 minutes pour réfléchir. Enfin, moi, je trouve ça trop cool et je pense que c'est des choses qu'on fait plus suffisamment parce qu'on est tout le temps dans la réactivité à répondre à des urgences, donc des mails, des sollicitations, etc. Et essayer de se déconnecter pour réfléchir à des choses intéressantes, c'est cool. On arrive en fin d'épisode. Est-ce que vous avez peut-être un élément à partager, un mot de la fin, une conclusion, un sujet qu'on n'aurait pas évoqué et qui vous semble important de partager? Moi, le dernier mot, le dernier message, et je pense qu'il est important aussi, parce que nous, ce qu'on a voulu vraiment avec Product Insight, c'est pas du tout que les gens se sentent mal parce qu'ils font pas assez bien du produit potentiellement, parce qu'ils ont l'impression que ah non, il y a des bonnes pratiques et ils les cochent pas. Voilà, moi, j'essaie voilà, soyez très humble, en fait, vous faites pas impressionner par ce que vous avez l'impression que le product management ça doit être. À un moment, le product management c'est assez simple, c'est juste essayer de construire des logiciels et on se pose la question de comment je fais pour que ces logiciels soient utiles, agréables, qui plaisent aux gens qui doivent les utiliser. Et si vous avez cette exigence-là, et ben, du coup, bah, vous faites du product management et c'est très bien. Et en fait, bah, même si vous avez l'impression parfois que des gens font beaucoup mieux que vous dans d'autres sphères, bah, ce qui compte d'abord, c'est de se focaliser sur ce que vous faites vous, votre pratique, et voilà. Et puis derrière, les autres, c'est leur problème, mais c'est pas l'autre. Mhm. Ouais, je pense que c'est un bon mot de la fin. Je pense que l'objectif aussi, c'est de prendre beaucoup de plaisir dans tout ce qu'on fait au quotidien et notamment dans la construction du produit. Et je trouve que, enfin, nous, ça a été un des éléments de discussion quand on a pensé à Product XL, c'est aussi casser ce qu'on appelle le Scrum zombie, c'est-à-dire que Scrum, c'est extrêmement répétitif et au bout d'un moment, juste, on pète un câble, quoi. On en a marre parce qu'on fait tout le temps la même chose. Justement, avec Product XL, on vient casser cette dynamique avec des sprints de discovery, des sprints de delivery, des sprints de distillery. Et je pense que Product XL, ça peut aider les gens à être plus épanouis au travail en faisant des choses qui ne sont pas tout le temps les mêmes choses. Excellent. Casser la monotonie et keep it simple, ça sera les termes de la fin. Victor, Benoît, merci encore de vous être prêté au jeu et d'avoir participé. Et peut-être pour la fin, si voilà, nos auditeurs ils veulent se mettre à Product XL, comprendre un petit peu, j'imagine que vous êtes joignable réseaux sociaux, on peut télécharger le livre blanc, j'imagine.
Ouais, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur LinkedIn, que ce soit à Victor ou à moi. Et puis après, l'objectif, c'est bah, de créer un peu une communauté autour de Product XL. Donc, on va bientôt lancer un Slack, on va essayer de faire des events voilà, pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble à faire évoluer ce cadre qui est Product XL. Excellent. Merci beaucoup en tout cas. Merci. 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 Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!